It's getting hot in here. It's getting hot in here. Tu me fais pas faux, hein. Attention, hein. On menace un petit peu la caméra avant de commencer, on sait jamais. Toujours la menace. Non. La violence n'est pas la solution. Absolument. Absolument. Bon, Oh, waouh. ça te va? Oui. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long de ces 2 mois, juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses, talentueuses, réunies au sein d'un même collectif, Upcycling Connection, qui fait rayonner la création, mais surtout l'upcycling. Évidemment, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement unique et incontournable de la rentrée, la Fashion Week, la Upco Fashion Week, organisée à Montpellier par ce collectif où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Évidemment, on en parle un petit peu plus dans l'interview, aussi restez connectés. Toutes les informations par rapport à la programmation de cet événement est disponible en barre d'infos. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. Aujourd'hui, je souhaite te présenter Lulabi Upcycling. Lila ne jette rien, et surtout pas les pièces que tout le monde a abandonnées. Tâches, trous, usures, là où d'autres y voient une fin, eh bien elle y voit un point de départ. Patch, surpiqûre, épingle à nourrice ou encore fil néon, chaque technique devient sa signature. Chaque pièce raconte quelque chose. Et le résultat, un univers étoilé, coloré et plein de vie qui donne envie de se lever le matin et de s'habiller en se faisant plaisir. Et surtout de voir la vie avec un peu plus de couleurs. Si son travail t'intéresse, eh bien elle sera présente lors de la prochaine Upco Fashion Week, un événement incontournable à ne pas manquer. Es-tu prêt pour un moment si intéressant, si enrichissant et si drôle avec Lila? Si oui, eh bien je te dis à tout de suite. Bonjour Lila. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans le SOS Podcast. Merci, je suis ravie d'être là aussi. On va commencer, si tu veux bien, avec cette interview par un portrait chinois. Alors, le portrait chinois, rapidement, pour vous expliquer, l'idée, c'est de comprendre un peu mieux la personne qui est interviewée au travers de questions un peu rigolotes. Et la première, et la suivante, voilà, si ton univers était une matière, ce serait quoi? Alors, mon univers, si c'était une matière, c'est pas très compliqué, ce serait de l'élastane, de la maille en général, tout ce qui est élastique. Moi, je travaille surtout sur ces matières-là. Donc, voilà. Si ton travail avait une odeur, ce serait laquelle? Ah, c'est trop intéressant. Je sais pas trop, j'ai jamais trop réfléchi à ça. Je pense que ce serait, à mon image, l'odeur du lilas. Ouais. Parce que du coup, c'est mon prénom et j'essaye de mettre vraiment mon essence dans mon travail. Pour celles et ceux qui regarderont cette interview en format vidéo, je me suis habillée au lilas, j'ai pensé à toi. Ça me touche énormément. Avec plaisir. Et on va terminer par... Si ton atelier était un endroit dans le monde, ce serait lequel? Un endroit, ça peut être quoi? Un pays, une ville Exactement. Quelque part dans le monde, une place... Bah, en tout cas, ce serait un endroit où il fait beau. Ok. Comme ici, finalement. En vrai, j'ai l'impression que tout est parfaitement à sa place. Du coup, ouais, je trouve que tout est aligné en fait dans ma vie. Du coup, je dirais Montpellier. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, tout simplement. Ah là là, c'est si beau. On va donc du coup commencer directement cette interview. Alors, cette interview est découpée en 4 morceaux différents, en 4 blocs différents. On va commencer par le premier que j'ai appelé Histoire et origine, avec cette question relativement simple. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a emmené dans l'upcycling en quelques mots? Alors, mon parcours, c'est que de base, j'avais envie de travailler dans la mode et je savais pas du tout que j'allais me lancer de mon côté. J'ai fait un BTS métier de la mode et du vêtement. Et après ça, en fait, ça m'attirait pas trop de travailler pour des grandes entreprises, de
faire du modélisme pour l'industrie du vêtement parce que c'est un environnement qui est assez toxique et assez... Enfin, c'est mauvais pour la planète. Enfin voilà, j'avais pas envie de travailler pour des entreprises de fast fashion en gros. Et du coup, je me suis dit que j'allais lancer mon petit truc de mon côté parce que de toute façon, c'est un peu ce que j'avais toujours fait, de faire des fringues pour moi, pour mon entourage. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée de mon côté. Et l'upcycling, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une question, ça a toujours été une évidence qu'il faut utiliser des matières de seconde main. C'est pareil, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis petite, depuis que j'ai commencé la couture. L'upcycling, je savais même pas que ça avait un nom, tu vois, quand j'étais petite, juste j'utilisais des vieilles fringues, des vieux rideaux, des vieux trucs. Et pour moi, c'était logique, en fait, acheter du tissu neuf, c'est quelque chose que je fais quasiment jamais et qui pour moi est assez aberrant parce qu'il y en a déjà tellement. Donc en fait, pour moi, l'upcycling, c'était le seul chemin possible, en vrai. Ça marche, et puis ça permet aussi de sensibiliser à l'upcycling, pardon. De toute façon, on va en parler hein, de plus en plus. J'aimerais pour ce premier bloc te poser une autre question, bien que tu en aies voilà, un petit peu parlé, tu pourrais peut-être en rajouter pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais est-ce que tu as toujours su que tu avais un profil atypique ou est-ce que tu as mis du temps à l'assumer, justement? En fait, je suis pas sûre d'avoir un profil... enfin, si, je sais que j'ai un profil atypique. En fait, je pense que c'était plus du courage que être atypique, de me lancer là-dedans. Et c'était plus un élan de courage. Et je sais pas si du coup, avoir autant de courage, c'est atypique ou pas. Mais le fait que je sois atypique, que je me différencie des gens, c'est grâce à ce coup de boost que j'ai eu de me dire là, je vais lancer mon entreprise, mon truc de mon côté. Ce que tout le monde n'a pas, on va dire, le courage de faire. Et peut-être que c'est ça qui me rend un peu atypique, mais de moins en moins, parce qu'au final, on est beaucoup à faire ça, quoi. Oui, à être entrepreneur, oui, mais dans ton approche, dans la vision que tu as de ton art, la manière dont tu as de créer, la manière dont tu as de t'exprimer, tu ne considères pas ça comme étant une atypie, mais simplement comme, j'imagine, être toi. T'as pas forcément Oui, en envie de te fait, mettre dans une case en c'est particulier, ça. quoi. C'est D'accord. ça. Moi, je fais juste ce que j'aime faire et ce qui me passe par la tête. Ok. Et justement, on va investiguer ce qui se trouve dans cette magnifique tête. On va donc continuer avec le deuxième bloc que j'ai appelé création et signature. Et la première question, qu'est-ce que l'upcycling représente pour toi aujourd'hui? Pour moi, l'upcycling, c'est une solution à un des problèmes auxquels on fait face de nos jours avec les problèmes environnementaux. Parce que du coup, il y a à cause de l'industrie de la fast fashion, il y a des gros problèmes de où stocker tous les vêtements usés. Et du coup, on les retrouve empilés sur des plages un peu partout dans le monde. Et l'upcycling, c'est à petite échelle, malheureusement, c'est une manière de répondre à ça. En disant on n'achète plus des choses neuves, on fait avec ce qui existe déjà. Et en vrai, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hyper éphémères dans notre monde. Et du coup, le fait de participer à ce que ce soit un vêtement ou un objet soit moins éphémère, je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, c'est ça que ça représente en fait, une solution, encore une fois, à petite échelle, mais quand même une solution à quelque chose qui pose problème. Oui, une petite solution, mais mis bout à bout pourrait répondre Oui. à une problématique beaucoup plus grande finalement, qui est totalement mondiale, absolument. Et justement, vous retrouverez quasiment la même réponse de Camille, hein, qui a aussi évoqué voilà, ces questions environnementales, mais voilà, surtout par rapport aux plages et au reste, vous découvrirez son univers qui est aussi marin, mais pas que. On va continuer avec la deuxième question. Comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif? Mon univers créatif, en fait, justement, c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Pour moi, ça part dans tous les sens. Chaque jour, je peux avoir une nouvelle idée et j'ai jamais le temps de tout faire. J'ai des copines créatrices à qui je pitch tout le temps. Ah, j'aimerais trop faire ça. Il faut que je fasse des shorts à volant. Il faut que je fasse des pantalons avec des trous, des trucs. Enfin, et j'ai jamais le temps de tout faire, bien évidemment. Donc, il faut que je reste un peu focus. Du coup, mon univers, il part un peu dans tous les sens. Il est très, très coloré.
Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup mettre de toutes les couleurs. D'ailleurs, on peut le voir sur mes ongles. Je remettrai aussi en image tes ongles, mais aussi voilà, tes créations pour qu'on puisse vraiment illustrer. Donc, ouais, coloré et je sais pas comment tu dis, mais qui part dans tous les sens. Oui, et surtout, il n'est pas genré parce que voilà, tu es aussi, comment dire, dans cette intention de proposer en fait un vêtement, un accessoire à voilà, quiconque voudra bien l'adopter, hein, ça, c'est aussi important, je pense, de le mettre en avant. Et je suis en train de me dire, pour celles et ceux qui n'auront pas la chance ou la volonté, un peu importe, de regarder et donc de visionner les différentes créations que je vais mettre en format image, est-ce que tu peux nous raconter, en fait, en format audio uniquement, ce qu'on peut retrouver dans ta boutique pour celles et ceux qui veulent peut-être plonger dans ton univers créatif, mais imaginaire? Avec plaisir. Alors, des pièces phares que je fais pour un peu toutes les saisons, par exemple, on a les suites. Je retravaille des suites de seconde main pour les élargir. Je les recustomise, je camoufle s'il y a des trous ou des petites taches qui partent pas au lavage, je camoufle. Et tout ça, je le fais en rajoutant beaucoup de couleurs en fait. En général, ce que je fais, c'est que je récupère des suites gris ou des suites noires. Et je rajoute des touches de couleurs, que ce soit avec des fils très colorés, ou je rajoute des petites broderies, ou alors avec des tissus très colorés, pareil, où je rajoute des patchs en forme d'étoiles, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que l'étoile revient souvent dans tes... J'aime beaucoup les étoiles parce que j'aime bien dire que tout le monde est une star en fait. Ouais, vraiment. Vraiment, j'essaie. Mais c'est mon surnom préféré pour les gens que j'aime, c'est une petite star. On est toutes des stars. Ce qui est aussi, enfin, dans l'imaginaire, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que tu utilises du fil aussi néon parfois, hein. Oui, Oui, ah hein. oui. Ah oui, ça j'adore, c'est ma nouvelle passion. Ça fait 1 an que j'ai commencé à utiliser du fil néon. Donc vraiment du jaune fluo et ça fait trop bien ça ressort trop bien sur certaines matières, certaines couleurs et tout, j'aime beaucoup. Et ouais, j'aime quand ça pète en fait. J'aime quand ça pète. Ce qui est un peu aussi dans ta tête, n'est-ce pas? Exactement. Et pour l'été, sinon j'ai des petits modèles de débardeurs, j'ai des petits modèles de dos nus et j'ai des petits modèles de hauts bandeaux aussi, de hauts asymétriques. L'été, c'est le moment où je fais que des hauts parce que je n'ai pas trop le temps de faire des bas, mais en tout cas des petits hauts de toutes les couleurs pour tout le monde, toutes les tailles, tous les sexes. Voilà. Carrément. On remettra une fois de plus à l'écran pour montrer voilà, tout ton travail. J'ai envie de te poser une autre question, justement par rapport à ce que tu viens d'indiquer, voilà, que tu n'avais pas forcément le temps pour faire les bas. J'ai envie de te poser cette question parce qu'elle peut être intéressante pour celles et ceux qui ont une mauvaise perception de ce que ça prend de créer en fait un vêtement. Qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière un produit fini, justement? Trop de choses. Ouais, en fait, le fait que les prix dans la mode soient si peu élevés de nos jours, c'est parce que tout est créé à la chaîne, tout est créé de manière industrielle, et en plus, la plupart du temps, c'est créé par des gens qui sont sous-payés, Ou pas payé du tout. ou pas payés du tout. Mais moi, je travaille... Enfin, je peux pas travailler à la chaîne, je suis pas une industrie, il y a plein de machines que j'ai pas. En fait, ce qu'on voit pas derrière un produit fini, c'est que j'ai passé 1 demi-heure à poser l'étiquette, j'ai passé 1 heure à faire mon inventaire. Enfin, j'ai pas juste fait la couture, j'ai passé plusieurs jours, plusieurs mois, même semaines à développer le patron du vêtement. En fait, on voit pas. Souvent, on se dit c'est juste la couture, alors que non, il y a tellement plus de travail derrière. Et même la couture, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait croire. Parce que moi, je suis très à cheval sur les finitions et je fais très très attention à ce que mon vêtement tienne le plus longtemps possible. Donc voilà, beaucoup beaucoup de choses. Oui, en fait, tu évoques autant la partie entrepreneuriale, la partie finalement gestion de tes stocks. Et en même temps, ça va me faire penser à poser une autre question, et en même temps, toute la partie voilà, création, parce que c'est du fait main. Même si le vêtement a été au préalable créé, tout ce que tu rajoutes, voilà, toute ta créativité qui sublime hein, quelque part le vêtement, c'est du temps complémentaire, c'est voilà, du temps qu'on ne peut pas forcément, j'imagine, tu t'es jamais chronométré sur tiens une pièce, je vais essayer de la faire en 2 heures. Si, je le fais des fois, mais c'est hyper aléatoire, ça dépend vraiment de chaque vêtement en fait, vu que c'est que des pièces uniques.
exactement. Et c'est ce qu'on aime. Justement, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, comment est-ce que tu choisis les matériaux qui sont du coup à transformer ou à réutiliser? Comment est-ce que tu fais Alors, les suites plutôt neutres, Oui. blanc, blanc, gris ou noir, Oui. plutôt noir et gris. C'est ça. Comment est-ce que tu fais pour trouver le reste, justement? Bah justement pour ce qui est les matières des hauts d'été, j'essaye de prendre le plus de couleurs assez flashy. Ok. Euh, En général, je vais fouiller, que ce soit quand je chine, en marché aux puces ou en vide-grenier, je vais fouiller. En fait, je vais chercher, et ça c'est pas très compliqué, les vêtements qui flashent, tu vois. Ok. Le truc où je vais me dire, ah ce rose il pète, il faut que je fasse un haut avec. Et, et ensuite, je vais toucher un peu la matière, voir si c'est pas trop vieux, parce que j'ai envie quand même le vêtement il tienne. En général, je préfère qu'il y ait un petit peu de coton dedans parce que sinon, si c'est full polyester élastane, c'est vraiment désagréable à porter, surtout quand c'est des vêtements près du corps et tout. Donc voilà, après ça c'est des choses que je saurais pas trop expliquer, mais au bout d'un moment on le sait quoi. Oui, en fait, ça en est devenu ton expertise, mais en tout cas, tu vas d'abord sur la couleur, Oui. et ensuite tu regardes voilà, la matière, les matières, voilà, la composition, et ensuite c'est tout le savoir-faire, évidemment, qui fait que tu es qui tu es, Oui. bien entendu. On va continuer avec le troisième bloc que j'ai appelé impact et message. Et la première question que j'aimerais te poser est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment en découvrant ton travail? Qu'est-ce que je voudrais que les gens y comprennent par rapport à eux, par rapport à mon travail? En fait, quand les gens vont sur ton Vinted, on va en parler après, sur voilà, ta page Instagram, voilà, à tout événement, en fait, on te rencontre, on rencontre tes vêtements, on rencontre tes créations, et à qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent quand ils sont pour la première fois confrontés, entre guillemets, ou honorés de rencontrer tes créations? C'est, voilà, est-ce que c'est waouh, j'adore, c'est flashy, ou est-ce que c'est ah, ça sort du commun, ou est-ce que ah non, c'est l'upcycling, pardon, c'est encore mieux? Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent ou comprennent par rapport à ça? Moi, ce que je m'imagine, mon client parfait, ce serait quelqu'un qui... Écoutez bien. Soyez parfait. Ce serait quelqu'un qui déjà est attiré du coup par la couleur. Donc quelqu'un qui porte du coloré, qui aime beaucoup quand ça flash. Et qui ensuite s'approche et se dit... comprend que c'est des pièces qui sont développées les unes après les autres, que c'est des pièces uniques, mais que c'est quand même des modèles qui reviennent. Moi j'aimerais trop qu'il y ait un client qui se dise oh, mais ce modèle de dos nu il est trop beau et il y a plein de couleurs différentes, j'ai envie d'en avoir un vert et puis j'ai envie d'en avoir aussi un rouge, ah mais trop bien il y a les deux, et puis qu'il les essaye et puis qu'il se trouve trop beau ou trop belle quand il essaye, tu vois, et après j'aime bien pouvoir échanger un petit peu, donc qui parle un petit peu avec moi et qui me dit que c'est chouette que ce que je fais, et du coup là je peux expliquer un peu mieux le temps que je passe sur les pièces et tout. Et voilà, tout ce processus-là, ça c'est mon interaction parfaite avec un client. En fait, de ce que je comprends, c'est que tu attends que ton client ait un coup de cœur, quoi. Oui. C'est le coup de cœur pour la couleur, le coup de cœur pour ta touche, ton art, pour ta création, pour la vision que tu as au niveau du vêtement. Et ensuite de comprendre, j'imagine, tout le déroulé de ce qui a amené à ce que tu penses à cette pièce-là ou à cette association de couleurs, parce que c'est souvent de l'association de couleurs aussi qui est intéressante derrière tout ça. Ok. Justement, on en a parlé un peu plus tôt, mais je me demande si te la poser est intéressante. Je vais quand même le faire, mais tu me diras. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait la force d'un profil atypique dans un univers créatif? Ou alors, qu'est-ce qui fait la force d'un profil très courageux, dit autrement, dans un univers créatif? Pour moi, ce qui fait la force dans un univers créatif, c'est la persévérance et c'est le renouvellement. C'est de toujours continuer et de toujours se renouveler en fait. Et la remise en question aussi, c'est hyper important. Et pour moi, c'est ça qui fait que j'avance, et c'est ça qui fait que, en vrai, tous les 6 mois, j'ai l'impression d'être une personne qui a tellement évolué, tu vois, de pouvoir observer mon glow-up. C'est ça, c'est de tout le temps se renouveler, tout le temps se poser des questions, tout le temps se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'encore mieux après ça. Et voilà, la persévérance, trop important.
Est-ce que tu as une routine? Alors, c'est pas une question qui est dedans, mais je suis obligée de te la poser parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Mais est-ce qu'il y a un rituel ou une façon que tu as de continuer sur cette persévérance? Est-ce que tu as une façon de travailler en particulier qui fait que tu y arrives? C'est quoi ton petit truc pour continuer à persévérer? En fait, moi, je m'arrête concrètement jamais. Ok. Donc, déjà, je suis toujours dans le bain du travail, en fait. Enfin, je suis toujours plongée là-dedans. Et je pense qu'il est très, très important, c'est quand même les événements. Les événements de vente, en fait, où tu rencontres des clients. Parce que moi, c'est toujours ça qui me donne des idées, en fait. Toutes les choses qui me donnent des idées, c'est soit mon entourage, soit moi qui me dit, ah tiens, je porterais bien ça. Et surtout les clients. Parce qu'en fait, Le retour client, quoi. Ouais. ah, mais purée, si t'en avais un comme ça, mais qui avait des volants en plus, ce serait trop cool. Ah, mais trop bonne idée. Trop. Enfin, tu vois. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du feedback. C'est ça. Il est essentiel, en tout cas le feedback positif et le feedback voilà, qui a une certaine qualité, bien entendu, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est autant valorisant pour notre propre apprentissage, pour notre volonté de glow up, comme tu le dis. Donc c'est le feedback, en fait. Oui, Ça te carrément. permet Et de... puis, en fait, je me dis, il y a des moments, par exemple cet hiver, où j'ai beaucoup cousu et j'ai beaucoup vendu en ligne. Mais en fait, ça m'a manqué au bout d'un moment de faire des événements parce que je suis là, je suis enfermée dans mon atelier pendant des jours et des jours à coudre et j'adore ça. Mais ensuite, je les vends sur Internet, j'ai même pas d'interaction avec le client, je sais même pas s'il le porte souvent. Euh, Et puis il ne peut pas te questionner également sur ce qui s'est passé. Bon, après, j'imagine qu'il y a... Tu parles de Vinted, par exemple. Voilà, il y a un chat, effectivement, on peut discuter avec le vendeur, mais c'est vrai que c'est moins propice que être en IRL et discuter avec la personne. Ça, je suis très d'accord avec toi. Et enfin, la troisième question de ce troisième bloc, peut-être que je t'en proposerai une après ensuite qui m'intéresse bien, mais si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à suivre en fait sa passion ou de changer de trajectoire éventuellement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est dur ça. Alors, un point de vue, un conseil, une réflexion, un point de vigilance, voilà, c'est bah, toi dans ton parcours, comment est-ce que par quoi t'es commencé par exemple? En vrai, il faut juste. En fait, j'ai envie de dire, juste suis tes idées, mais ah, un conseil, il faut tanker l'administratif. Il faut pas avoir peur de l'administratif parce qu'il va y en avoir. Et il va y en avoir et ça va être chiant. Et il y a plein de trucs, des mini cases à cocher que tu vas pas comprendre et il va falloir se renseigner. Donc, faut être prêt à tanker l'administratif, je pense, malheureusement. En tout cas, pour celles et ceux qui souhaitent Ah oui. être entrepreneurs, voilà, et qui ont l'envie de créer effectivement tout comme tu le fais, mais si on essaie de voir un peu plus large, un conseil pour quelqu'un qui veut changer de trajectoire, qui veut être salarié par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que tu as tout de même su t'écouter, tu as quand même pu trouver un espace d'accepter ta façon d'être au monde, et je pense que ce petit plus que tu as eu, on pourrait le partager, quoi. Mais en fait, je sais pas si c'est moi. En fait, je sais pas si j'ai un conseil à donner. Je sais juste que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon entourage. Avoir un entourage hyper sain qui te pousse à faire. En fait, qui. Déjà, un entourage à qui tu oses parler de tes idées un peu. Ça, c'est hyper important. Et ça veut dire que tu as un entourage sain, en fait. Parce que si tu commences à avoir peur, à te dire, purée, si je raconte ça à mon père, il va me juger. Si je dis ça à telle amie, elle va trouver que c'est bizarre et que c'est pas une bonne idée et machin. Bah, là, déjà, tu sais que ton entourage, il est peut-être pas à 100% sain. Et c'est ok. Mais oui, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un entourage qui me pousse à 100%, qui trouve que tout ce que je fais est trop beau. Et même s'ils me mentent des fois, bah, je les aime. Et ouais, vraiment, qu'il y ait un entourage qui te pousse, quoi. Les amis, la famille et tout. Bah, c'est, je pense, un des conseils que j'évoque souvent en consultation, mais aussi au travers des différentes saisons du SOS Podcast, c'est l'entourage. Vraiment être bien entouré, pardon, et surtout, voilà, avoir un entourage, alors, on ne qualifierait pas forcément de qualitatif, mais qui soit, voilà, à l'écoute. Et tu l'as très bien pointé du doigt, c'est la possibilité, est-ce qu'elle existe ou non, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager.
Si au préalable, avant même d'avoir enchaîné 2 mots, vous savez à l'intérieur de vous que telle ou telle personne, votre conjoint, votre mari, peu importe, si vous sentez que c'est pas possible, dans ce cas, c'est pas le projet qui est à re-questionner, mais plutôt votre entourage, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Justement, j'aimerais te poser une autre question qui est un peu la continue de ce qu'on vient d'évoquer, mais comment est-ce que tu souhaites que ton travail puisse inspirer d'autres créateurs ou le public, en parlant de passion et en parlant de conseils? Oh, waouh! Comment Que porter coloré, c'est OK maintenant en Oui. 2026, par exemple, ou Bah carrément. Ah oui, oui, moi j'ai envie que tout le monde porte du rose fluo, du vert, du rouge, du orange. En fait, ouais, moi j'ai juste envie que... Tu sais, j'ai vu qu'il y a pas longtemps que apparemment le monde perdait de la couleur. Je sais plus, bah, ça s'exprime dans l'architecture beaucoup et tout. Dans la construction automobile également, Exactement. il y a de moins en moins de voitures colorées. Et c'est tellement triste. Et j'ai pas envie que ça arrive dans la mode en fait. Même si très je d'accord pense que c'est déjà un petit peu arrivé. Mais la mode, vu que c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui se renouvelle tout le temps. Enfin, tu sais, un truc en mode tous les 20 ans, le vintage. Enfin, ça se. Voilà. La mode, c'est un cycle. Tout à fait. Moi, j'ai envie que la couleur reste en fait. Et je trouve ça hyper important. Sachant qu'en plus, on vit dans un monde qui perd de la couleur. C'est trop triste. Donc, ouais, je dirais ça. Autant dans nos paysages, mais également, voilà, comme tu l'as pointé, dans l'architecture ailleurs. Donc voilà, conserver la couleur, mais je suis très d'accord avec toi. Carrément. On va continuer justement sur ce 4e bloc, hein, c'est ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Cette interview sortira au moment de la Fashion Week. Oui. Et la première question dédiée à cet événement est la suivante. Selon toi, quelle place devrait prendre l'upcycling dans des événements comme la Fashion Week aujourd'hui? Bah, pour moi, la Fashion Week, c'est... Alors, c'est... Toutes les Fashion Week sont pas forcément les mêmes. Pour moi, la Fashion Week, c'est un vrai goal, tu vois, quand tu travailles dans la mode et tout. C'est une exposition de zinzin et tout. Alors pour moi, l'upcycling, en fait, enfin, je pense que ce serait même logique d'avoir des Fashion Week 100% upcycling. Parce que de nos jours, c'est quelque chose qu'il faut grave mettre en avant. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est une solution à beaucoup de problématiques environnementales. Et du coup, pour moi, l'upcycling devrait être complètement mise en avant dans toutes les Fashion Week. Il devrait y avoir, tu sais, genre, enfin, tête d'affiche, quoi. Ouais. Et le reste un peu derrière. S'il y a du reste. Parce que, encore une fois, pour moi, l'upcycling, c'est... L'avenir. Voilà. Ok. Donc tu dirais que c'est que autant l'upcycling soit vu non pas comme un effet de mode, mais plutôt comme un moyen de continuer à créer de la mode, à faire de la mode, à être voilà, dans ce secteur d'activité, mais en même temps qui soit voilà, l'idée principale. Ok. Deuxième question de ce bloc-là, Fashion Week. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être mise en avant dans un contexte comme la Fashion Week? Bah, pour moi, c'est toujours un honneur d'être mise en contexte dans des événements sur la mode, hein. De toute façon, enfin, tu te dis, waouh, c'est moi là devant, c'est moi sur l'affiche là. Ah, waouh! Enfin, moi, c'est juste un honneur en vrai. Enfin, après, là, c'est une Fashion Week spéciale mode durable qu'on organise à notre échelle à Montpellier. Donc, c'est vraiment trop cool de faire des événements comme ça, surtout en fait. Finalement, c'est autant une consécration pour toi en tant que personne, mais aussi en tant que créatrice, quoi. D'avoir l'opportunité de rencontrer ton public et peut-être même, alors on va peut-être avoir des éléments inédits, mais j'imagine aussi peut-être des pièces uniques réservées uniquement pour la Fashion Week. Je ne sais pas si c'est ton projet. Il y en aura. Il y en aura. Voilà. En fait, il y a la petite Lila qui se dit mais waouh, la dinguerie, c'est moi là. Et puis il y a la créatrice qui est très très fière de son travail et qui aussi est très contente de pouvoir collaborer avec plein de personnes super chouettes sur un projet qui met en avant une mode durable et équitable, tout simplement. Alors, il y a mode, mais il y aura aussi des objets, hein, me semble-t-il. Je pense à Camille, par exemple. Alors, il n'y a pas que Camille, mais je pense qu'à Camille qui fait beaucoup de
qui fait beaucoup de réutilisation d'objets, qui fera partie également de cette semaine-là. Alors je vous en dirai un petit peu plus lorsqu'on aura un peu plus d'informations, mais ça ne saurait tarder. Et on va terminer avec justement cette troisième question. À ton avis, est-ce que la mode, le design ou voilà, les objets du quotidien peuvent être encore uniquement esthétiques? À partir du moment où c'est fait, en tout cas, à partir du moment où c'est fait de manière artisanale, ça porte un message et ça a une symbolique. Mais en fait, oui, par exemple, si tu vas à Maison du Monde, en même temps, non, j'allais dire c'est purement esthétique, mais non, parce qu'il y a quand même, ça porte quand même ce truc de, L'utilité? non, justement, de fast fashion, mais enfin, fast, là c'est pas fashion du coup, si je parle de Maison du Monde, C'est mais la consommation, voilà, de quoi. la surconsommation, ça porte ce message de surconsommation, donc en fait, non. Pour moi, il n'y a plus rien qui est purement esthétique, en vrai, tout est politique. Tout est politique, tout est à enjeu environnemental, et tout est important. Ça marche. Écoute, avant qu'on se laisse, qu'on arrive à la fin de cet entretien, je vais te proposer des questions flash. L'idée, c'est que tu réfléchisses pas trop. Les premières réponses qui te viennent sont les bonnes. Je pense que je vais te poser 5 questions d'une longue liste. Et j'ai envie de te poser comme première question, ton rêve créatif pour les 5 prochaines années, ce serait quoi? Ouf. Euh, en vivre. Ouais. En vivre et développer, avoir plus de temps et plus de moyens pour développer toutes les idées que j'ai dans ma tête et pouvoir en vivre. Ok, c'est ce qu'on te souhaite, bien entendu. Autre question, ton fail le plus stylé? Mon fail le plus stylé. Oh. Finalement, plus un fail. Hein. Au départ, tu t'es dit, ouais, mais non, mais en fait, tu t'es rendu compte que c'était vraiment extraordinaire. Mais je crois que j'en ai pas. Parce que, en fait, du coup, c'est pas ça des qu'on fails. fait. Non, mais je crois que j'en ai pas. Quand je fais des fails, c'est des vrais fails, quoi. Ils tournent jamais bien. Ok, ça marche. Autre question que j'ai envie de te poser. Si tu pouvais passer une journée avec un autre créateur, ce serait qui? Ah bah, j'ai beaucoup de créatrices qui sont des copines à moi. Donc, un seul, c'est dur. J'ai peur de faire des jalousies. Non, ou alors quelqu'un que tu ne connais pas, par Oui, exemple. oui. Hein. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas. Ah, il y a une créatrice que j'aime beaucoup qui a un podcast et elle a une marque d'upcycling qui s'appelle Rusmine et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle s'appelle Ruby Pigeon, c'est une influenceuse sur Instagram et ouais, elle a l'air hyper marrante, hyper sympa, donc ça doit être cool de passer une journée avec elle, puis en plus elle fait de l'upcycling aussi, donc... Eh ben, je pense qu'on va la taguer, comme ça elle verra ton message. Autre question, est-ce que tu travailles en silence ou avec du son? Et si oui, lequel? Moi je travaille tout le temps avec du son, mais impossible de travailler en silence. Ma phobie. Et par contre ça peut être plein de choses différentes, parce que la musique, faut que ça tourne tout le temps, hein. Si c'est tout le temps la même chose, je m'emmerde. C'est hyper éclectique en fait. Oui, Ouais, c'est ça. ok. Et c'est par période. Après, des fois, je fais une fixette sur un podcast et je vais tout écouter d'un coup. Ce que j'aime bien, c'est des fois les petits documentaires Arte aussi, en fond. Ouais, oui, c'est ça en fait. Musique ou fixette sur un podcast ou documentaire Arte. Ou alors des fois, petite série que je connais par cœur, genre Gossip Girl ou Friends. Genre... Puisse ne pas forcément voir ce qui se passe, mais tu reconnais les dialogues. Ok. Est-ce que tu as un son en particulier en ce moment qui tourne beaucoup? Oui, est-ce que je peux regarder? Parce que je me rappelle plus du nom. Je regarde juste sur mon téléphone. Ah oui, celui-là, je crois que c'est un son qui vient d'un film, mais j'ai pas le nom du film. Mais on m'a dit que ça venait d'un film. Ça s'appelle Words de F.R. David. Et c'est très très joli. Très joli, très sympa, un petit peu rock. Alors pour les droits d'auteur, évidemment, on ne va pas mettre voilà. Mais par contre,
Et je vous remettrai aussi en barre d'infos le lien pour que vous puissiez l'écouter autant sur Spotify ou sur les autres plateformes comme par exemple Deezer, qui est également une plateforme musicale. Et je remettrai aussi, je pense qu'il doit avoir un clip sur YouTube. Voilà, donc je remettrai le clip en barre d'infos. Et on va terminer par une question que voilà, je n'ai pas encore posée dans les différentes interviews, mais j'avais envie de te la poser à toi. Un objet que tu refuses catégoriquement de transformer. Bah oui, je pense que ouais, mon sac en cuir. Enfin, ça c'est vraiment un truc, j'y touche pas, c'est mon sac que j'utilise quasiment tous les jours. C'est juste un sac à main besace. Et je l'adore et il est parfait comme il est. Il a toutes les poches au bon endroit, il a ses petites charmes, il est noir donc il se tache pas. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être la seule chose dans ton outfit qui reste neutre finalement. Ah oui. Comparativement à ce que tu portes et même par rapport à ta mode ongulaire, si je puis dire. Voilà, c'est quand même l'objet qui reste le plus neutre. Est-ce que tu t'autoriserais peut-être à porter d'autres choses plus colorées ou pas forcément? Ou c'est la chose qui reste neutre? Oui, d'autres sacs, oui, tout à fait. Oui, j'en ai. Hein. J'en ai de temps en temps, mais du coup, plutôt avec une tenue neutre, je mets un petit sac un peu coloré. Mais ça m'arrive pas souvent. Celui-là, c'est vraiment mon sac de tous les jours. En plus, moi, je suis vraiment le genre de personne qui a 15 000 trucs dans son sac. Enfin, je peux pas avoir un tout petit sac. J'ai vraiment trop de trucs. Je suis tout le temps là à fouiller sous mon épaule comme ça. Je comprends. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes pareil, parce que je pense qu'on est beaucoup. Merci infiniment Lila. Avant qu'on se quitte, je te propose voilà, de nous dire exactement où est-ce qu'on peut te retrouver, ton Vinted, ton Instagram, etc. Alors, du coup, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, c'est lulabi-upcycling, donc LU2LABY-UPCYCLING. Ça c'est sur Instagram. Sur Vinted, en ce moment je poste pas beaucoup, mais l'hiver je poste beaucoup d'annonces. Et sur Vinted c'est Lulabi Upcycling tout attaché. Et sur TikTok je suis très active aussi. Pareil c'est lulabi-upcycling ou @lilachapelle LILASCHAPE2LE. Voilà, suivez-moi sur TikTok parce que je suis très très drôle et je confirme. Et sur Instagram, c'est là où je poste le plus de trucs, le plus d'actualités. Pour les événements, je sais pas encore trop, mais je les poste tous sur Instagram, donc il faut me suivre sur Instagram. Ouais. Voilà. Et je vous remettrai de toute façon en barre d'infos aussi s'il y a des updates, bien entendu, n'hésitez pas. Merci infiniment Lila. Merci à toi. Et à très vite. Oui. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau moment. Si cette rencontre vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle créatrice et un nouvel univers. Cette série spéciale estivale est l'occasion de célébrer ensemble la première année du Swas Podcast, tout en mettant en lumière des parcours inspirants et des talents à découvrir. Et n'oubliez pas, toutes ces rencontres nous rapprochent de la Upco Fashion Week qui aura lieu très prochainement à Montpellier d'ici la fin de l'été. Évidemment, toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, d'activer les notifications, également de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en revanche sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. N'hésitez pas à commenter, je suis toujours autant ravie de vous lire et d'avoir vos retours par rapport aux épisodes et aux interviews que je propose. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode du Swas Podcast. Ouais. Ok. Eh ben, on a parlé, hein. Ah, j'ai chaud, bordel.